cette conférence inaugurale à l'ouverture de notre colloque. C'est un honneur dont je suis extrêmement sensible. Mes remerciements s'adressent également à ses collaborateurs pour l'excellente organisation de tels événements sur la vie islamique. Les deux personnes qui ont soutenu et suivi la préparation à la fois intellectuelle et matérielle de cette rencontre, je veux dire M. Khalid Ansri et M. Mohamed Mzi, qui ont contribué remarquablement. Et je crois que quand vous avez entendu la prestation de ces Mohamed Mzi, déjà, il vous a mis au cœur de notre problématique. Cette présentation à cette conférence inaugurale, à l'ouverture de la rencontre, est un honneur dont je suis très sensible. Je vous invite à un long voyage. J'espère que vous aurez les endurances nécessaires pour m'accompagner. Je voudrais commencer cette présentation par une interrogation. Existe-t-il encore, à l'époque actuelle, une ville arabo-islamique? L'interrogation est légitime concernant l'époque actuelle. Il est difficile cependant d'y répondre clairement. Un premier obstacle réside dans l'extrême diversité du monde musulman. Clifford Geertz, anthropologue américain, a montré la variété d'un islam pris à ces deux aires extrêmes de l'Indonésie au Maroc. D'autre part, les villes, par nature, ont chacune ses spécificités propres. N'a-t-on pas répertorié plusieurs types de villes dans le monde musulman? Les recherches urbaines, entreprises depuis le dernier siècle, distinguent la ville ottomane de la ville iranienne, la ville persane de la ville afghane, les villes égyptiennes des villes maghrébines et la ville appelée orientale de l'Occident musulman. Peut-on, après les bouleversements démographiques, économiques et politiques qu'ils ont connus du fait de l'urbanisme du Xe siècle, parler de l'époque présente d'une ville arabo-islamique? Oleg Grabar, architecte spécialiste de Jérusalem, a relevé que les phénomènes urbains du pays de tradition historique, culturelle et de caractéristiques climatiques changent dans un monde musulman allant du Maroc à la Chine et de l'Asie centrale à l'Afrique noire. Chaque ville d'une ère culturelle donnée du monde islamique constitue donc un système urbain spécifique. Pour répondre aux interrogations qui précèdent, il est donc important de remonter à la genèse de la ville islamique, c'est-à-dire à l'époque de ses fondations. Les formes qu'elles avaient prises, caractérisées par un urbanisme ordonné, avec voies rectilignes et bâtiments alignés, ont été l'objet de controverses, de discussions. À partir du XIXe siècle, les savants et érudits de l'époque qui ont étudié l'urbanisme des pays musulmans, plus particulièrement celui des villes du Maghreb et du Mashriq, ont tiré de leurs recherches des postulats dont le corpus constitue ce qu'on appelle l'orientalisme. L'élaboration de leur théorie sur la ville islamique ne manque pas de paradoxe, car leur vision des villes des fondations de la première période de l'expansion de l'islam résulte de l'extrapolation des réalités urbaines des villes qu'ils ont sous les yeux au XIXe siècle. L'urbanisme civil tranche en effet avec l'ordonnancement des villes européennes et
issus de notre évolution historique. Le professeur Serge Santelli, architecte, décrit comment, au terme de plusieurs siècles d'évolution urbaine, les villes du monde islamique ont été perçues par les orientalistes. Je le cite. « L'aspect intérieur des Médina, constate-t-il, choquait les visiteurs frappés par le caractère, entre parenthèses, chaotique et désordonné des ruelles des espaces publics. Ruelles étroites et sinueuses, absence de façades représentatives des édifices, aspect labyrinthique de la voirie, tout concourait à donner une image de la ville arabe en opposition avec l'ordre classique ou baroque de la ville moderne européenne. Les grandes phases de l'urbanisme musulman de durée très inégale se divisent historiquement en trois périodes distinctes. La première phase de l'édification de la ville fondatrice de l'urbanisme islamique est la ville d'El-Koufa, après la conquête de l'Irak, à laquelle Hicham Jaïd a consacré un ouvrage classique sur la naissance de la ville islamique. Cette période de l'an 638-17 de l'Hégire au Xe siècle. La deuxième période concerne la ville classique correspondant à la ville médiévale saisie dans la longue durée, du Xe à la fin du XVIIIe siècle. La troisième est la ville traditionnelle, c'est-à-dire les médinas que nous connaissons, qui représente pendant les deux derniers siècles celui du XIXe, une partie du XXe, l'aboutissement d'une longue évolution de l'urbanisme dans le monde musulman. Ces trois périodes de transmutation urbaine de la ville islamique avaient été l'objet de recherches privilégiées des savants et des érudits orientalistes. Leur préoccupation principale était généralement l'étude pour la connaissance de l'Orient en vue de pouvoir comprendre ces peuples, leur histoire, leur culture, leurs croyances. Les orientalistes abordent l'étude de la ville dans le monde arabe d'une manière régressive, c'est-à-dire en remontant dans le temps. Ils partent de la ville telle qu'elle leur apparaissait au XIXe siècle pour remonter le temps vers les premières fondations des villes dans les pays de l'islam. Leur but était de trouver des explications à l'évolution histoire urbaine des mondes islamiques et comprendre les raisons de l'urbanisme des villes décrites comme faites de tissus urbains inextricables. La critique centrale de leur vision concerne l'explication du passage de la ville des époques de fondation planifiées, aux rectilignes, etc., au désordre urbain des villes traditionnelles que les orientalistes ont connues et dont ils ne voyaient que l'inextricable anarchie. Comment expliquer le passage de ces villes de l'urbanisme régulier des origines au chaos urbain des villes traditionnelles? Les orientalistes avaient produit un triple discours. Le premier consiste à mettre en doute l'existence même de la cité islamique. Ces savants considéraient que les premiers musulmans n'avaient rien inventé. Ils affirmaient que les premières villes bâties par les musulmans ne devaient rien à l'islam. L'urbanisme ordonné des premières fondations urbaines représentait à leurs yeux des créations marquées par des empreintes à l'Antiquité, à la Perse, à Babylone ou à Byzance. La deuxième impasse du discours tenu par les orientalistes, c'est qu'ils recouraient à l'explication de la ville traditionnelle du Xe siècle en s'appuyant sur des exemples tirés de la période précédente, c'est-à-dire de la ville classique. Le troisième obstacle à une réelle compréhension de la nature de la ville traditionnelle du XIXe siècle résidait dans le fait qu'ils n'avaient pas, les orientalistes,
qui n'avait pas cherché à analyser les caractéristiques de la société et les modalités de fonctionnement réel de la vie des habitants de ces villes. Ils n'avaient cessé d'insister sur ce qui manquait à leur ville. Alors, les orientalistes disaient, bien, nous ne trouvons pas les traces d'un héritage de la cité antique. La ville musulmane manquait d'institutions, de gestion et de ses espaces et de ses fonctions. Elle n'avait pas de charte communale, par comparaison avec les villes du Moyen-Âge européen, qui ont joué un rôle majeur dans le développement de la société occidentale. La ville traditionnelle était définie par ce qu'elle n'a pas. Cela renvoie à l'idéalité, au modèle de la police, c'est-à-dire la cité grecque, d'une part, et à la cité médiévale en France, d'autre part. Hicham Jaïd remarque que l'orientalisme classique définit la cité islamique non par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle n'est pas. André Raymond, historien, dénonce leurs propos sur le statut de non-ville qui n'est habité, selon les orientalistes, que par des populations constituées d'agrégats, de groupes ethniques antagoniques, ne formant pas un système urbain cohérent. Eugène Wirth, grand savant allemand, géographe, avait réalisé un travail remarquable de géographie sur Fès. Il tire de ses recherches plusieurs conclusions, tout en considérant la régularité morphologique des premières villes islamiques. Il explique l'irrégularité ultérieure de son urbanisme de la manière suivante. Il théorise, il voudrait dégager la spécificité de la ville islamique pour arriver finalement à ne lui rien trouver d'islamique. Eugène Wirth affirme, du point de vue du géographe, il n'y a pas de ville musulmane car toutes les caractéristiques des villes de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale sont déjà présentes dans l'Ancien Orient, plusieurs siècles et même plusieurs millénaires avant l'islam. Il affirme que si l'on se reporte aux traces matérielles de la documentation architecturale et archéologique, il semble raisonnable de renoncer à l'expression ville islamique au profit de l'expression ville orientale. Les idées concernant la gestion des villes n'étaient pas admises par certains orientalistes, comme Robert Brunswick, qui avait étudié l'urbanisme musulman à partir des sources du fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence juridique constituée par sur la gestion des villes. Il a signalé l'existence réelle de dysfonctionnements de l'urbanisme traditionnel. Je le cite, « La voie publique est mal défendue. On est indulgent envers qui accroît la propriété bâtie, fût-ce au détriment des places et des rues. Ces notations sont parfaitement justes. Le problème qui se pose est de savoir pourquoi les pouvoirs dans ces villes sont apparemment incapables de remédier au désordre urbain. Alors qu'au 7e et 8e siècle, la préoccupation majeure des autorités urbaines était de maîtriser l'organisation des villes lors des grandes fondations de Koufa, de Basra, de Damas ou de Bagdad. Hicham Jaïd considère que cette évolution vers ce qu'on a appelé le désordre urbain des villes du XIXe siècle s'applique d'abord par l'évolution historique de la société citadine. Il en est résulté ainsi
des articulations entre le genre de vie tel qu'il s'est élaboré au cours des siècles, la manière de vivre des citadins, la morphologie urbaine venant se mouler autour des implications les plus fortes. L'évolution démographique, les antagonismes culturels et les relations avec les campagnes sont des éléments à prendre également en considération. Lors d'un travail d'enquête sur l'urbanisme de la ville de Fès, j'ai constaté que l'existence des structures en derbe, c'est-à-dire voies sans issue, sont à la base de l'organisation privée de la société citadine. Une représentation en quelque sorte sous-jacente des hiérarchies du tissu urbain réel tisse un espace de canevas ordonné permettant le repérage de l'espace par la population, ce qui n'aurait pas été perçu par les orientalistes. Le schéma projeté sur l'écran permet de visualiser comment les hiérarchies et les valeurs de l'espace s'articulent sous l'autorité de gestionnaires de la ville pour trancher les conflits ou exercer les arbitrages ou juger les infractions. Les théories des orientalistes sur la ville islamique ont été sévèrement contestées par des savants occidentaux dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ces chercheurs ont mis en évidence les raisons idéologiques, politiques et culturelles en vogue pendant le XIXe siècle et laissent deviner l'influence du contexte colonial dans la production de savoirs spécifiques, ce que André Raymond a appelé les mythes orientalistes. La question que l'on peut se poser à leur propos est de savoir si l'orientalisme était monolithique, homogène, le même dans toute l'Europe. En réalité, les pratiques des savants orientalistes européens sont variables d'une nation à l'autre. Les orateurs dans les congrès tenus pendant le XIXe siècle relevaient fréquemment l'existence de véritables habitus nationaux en matière de savoir constitué. Mais selon la coloration nationale de l'orientalisme, il y avait des savants qui s'engageaient dans des approches d'ordre surtout académique, alors que d'autres épousaient des attitudes notoirement de caractère politique. En témoigne le seul congrès organisé en dehors de l'Europe, qui fut le congrès d'Alger en 1905. Charles Célestin Jonard, gouverneur général d'Alger, à cette date, rappelle dans son discours d'accueil aux congressistes, je le cite, que les études les plus désintéressées ont parfois de singulières applications pratiques. S'adressant aux orientalistes présents, il leur déclare « C'est grâce à vous, c'est avec vous que je vais essayer de dégager la formule du gouvernement de ce pays, c'est-à-dire de l'Algérie coloniale. » René Basset, président du comité d'organisation de ce congrès d'Alger, arabisant islamologue, considérait que le savoir est un instrument pour le gouvernement des pays dominés. Il voyait dans le congrès le moyen pour l'orientalisme de soutenir l'entreprise de colonisation en faisant progresser les connaissances sur l'homme et leur culture et en apportant à l'Orient les lumières de la science occidentale. Les orientalistes étaient tous partisans de ce discours dominant. La réponse est non. Alors que leurs confrères français
anglais et hollandais s'engager dans la conquête coloniale et l'administration dans la confection des cartes et les fouilles à la recherche des traces de l'Antiquité, les Allemands prenaient possession du passé de l'Orient. Ils ont offert un visage autre à l'orientalisme. Écarté, l'Allemagne, n'ayant pas d'enjeu en matière de colonisation, il en aura plus tard, mais sans succès, comment comprendre le particularisme de l'orientalisme allemand? Les savants allemands cherchaient, selon de vieilles traditions de pays protestants, à développer l'exégèse biblique. Cette tradition des études des textes sacrés montre, entre autres, l'intérêt manifesté pour la traduction du Coran. Théodore Nordecke, dans son Histoire du Coran, publiée en 1860, adopta la même approche, utilisant le texte coranique pour éclairer l'histoire et la mentalité des anciens Arabes. Les exploits des archéologues allemands contribuèrent de manière centrale, après 1880, à faire comprendre à la fois au public et au milieu académique que l'Orient ne pouvait pas être ignoré. Les savants allemands s'intéressaient ainsi aux littératures, aux cultures qui leur sont associées, aux peuples qui les parlent et à leur histoire. Des spécialistes d'art oriental, par exemple, commencèrent à souligner la plus grande modernité du dessin islamique, adaptable, et vous voyez le penchant de la technique des Allemands, adaptable par exemple aux structures d'acier des gares par rapport au style grec démodé. Les connaisseurs de l'art égyptien, islamique et indien se mirent à expliquer les différences dans les formes orientales, non comme des manques ou des carences, mais comme le résultat d'intentions et de visions du monde différent. L'influence de l'œuvre de Goethe a été importante sur les évolutions de l'orientalisme allemand. Son œuvre marque une très grande ouverture vers la culture arabe et l'islam. Édouard Saïd n'a-t-il pas affirmé, je le cite, que l'érudition et la maîtrise sans faille de plusieurs langues contribuaient à la compréhension dont Goethe se faisait champion avec sa propre connaissance de la littérature islamique. La philologie, l'importance de l'étude de langue orientale, la place de la calligraphie arabe comme art majeur à compter. L'arabisant est le spécialiste de la grammaire arabe, Auguste Fischer, a contribué à faire connaître l'histoire de la période pré-islamique, celle de l'islam du temps du prophète et celle des Omeyyades. Cette tradition a été maintenue jusqu'à la fin du XXe siècle par la publication de la revue Fikrun wa Fan, La pensée et l'art, publiée en arabe classique et diffusée pour faire connaître les traditions de l'héritage orientaliste allemand et son ouverture à la culture et à l'art moderne. En somme, l'orientalisme allemand a lié la rigueur scientifique de l'étude des langues et la passion de ses savants pour les littératures et les arts de l'Orient. Avec le déclin de l'orientalisme, André Raymond, historien, titre une de ses études « Ville musulmane, ville arabe, mythe orientaliste et recherche récente ». Il y affirme que la conception classique de la ville musulmane a été une affaire française. Cette affirmation, confirmée par Stephen Humphrey dans son Islamic History à Princeton en 1991. Il voulait d'abord, et je le cite, comprendre comment le milieu intellectuel et politique dans lequel ont vécu les théoriciens
dans ce cas français, précise-t-il, de la ville musulmane, a pu colorer la représentation qui se faisait de l'objet qu'ils étudient. Albert Hourani critique dans son travail sur The Islamic City, datant de 1970, les idées des orientalistes, à savoir au Maghreb, William et Georges Marcet, et Jacques Wellers et Jean Sauvé en Syrie. Merci. Pardon. Les théories orientalistes s'étaient effondrées sous l'effet de travaux scientifiques que l'on doit aux chercheurs sur l'histoire de l'Antiquité. Ces travaux ne constituent que le début de la déconstruction des thèses orientalistes. Quelles en sont les étapes et les ruptures? Les étapes. Ce sont les années 50 au début du siècle dernier. Il est difficile d'établir une chronologie précise des décennies importantes dans le domaine de la recherche urbaine sur les villes islamiques. Une rétrospective rapide place les décennies des années 80 et 90 dans les phases chronologiques majeures de la production de la recherche sur les villes. Si ce pic dans l'évolution de la recherche urbaine revêt une importance considérable, la réflexion sur la ville n'a cessé de progresser, plus ou moins rapidement, depuis les années 50, surtout à partir des débuts de la décolonisation dans les années 60. Quels sont les grands courants de réflexion sur la ville pendant les 3 derniers quarts de siècle? Le premier courant est représenté par l'école française des Annales, l'une des grands courants de réflexion sur les faits de société dans la longue durée et dans l'espace. Ce courant historique est caractérisé par une volonté de transdisciplinarité au sein des sciences sociales, les Annales renouvelant en profondeur l'historiographie française du XXe siècle. Plusieurs générations d'historiens issus de ce courant et influencés par ces méthodes ont renouvelé en profondeur les approches concernant les études sur les villes islamiques. Les historiens et les archéologues qui ont ruiné les thèses orientalistes sur la cité islamique ont mené leurs recherches plus particulièrement sur l'époque ottomane. Ils ont été les bénéficiaires de la richesse en archives sur les villes qui faisaient partie de l'Empire ottoman, villes qui constituaient ces 3 continents, le cœur de ce vaste système impérial. Le deuxième courant est de nature idéologique et politique, mais également philosophique. Il aborde la réflexion sur la ville sur des registres nouveaux et innovants. Son promoteur est Henri Lefebvre, un marxiste critique. Ses réflexions sur le développement des villes modernes se distinguent par l'introduction de l'analyse marxiste dans les études de l'économie urbaine. Ses réflexions sur l'espace social et sur les formes architecturales produites dans les années 60 en France présentent une actualité étonnante. Dans ses critiques de l'urbanisme des banlieues françaises, il relève que les grands ensembles d'immeubles ont détruit la rue, c'est-à-dire le fondement de la sociabilité qui a disparu de ces ensembles d'habitat, avec les conséquences que l'on connaît. Les 3 livres d'Henri Lefebvre, du rural à l'urbain, la pensée marxiste et la ville, ainsi que son ouvrage Une pensée devenue monde, faut-il abandonner Marx, ont suscité débats critiques et le théoricien Manuel Castel, qui a renouvelé la réflexion théorique sur la ville par son ouvrage
sur la question urbaine, qui était devenue une source d'inspiration pour les spécialistes de la ville. Le troisième courant d'économie urbaine, inspiré par le marxisme, a engendré une lignée de géographes qui ont été les artisans de la rénovation de leur discipline. L'analyse de l'économie et de la société urbaine a permis aux géographes marxistes de tirer des débats sur la pensée de Marx, les approches et les concepts qui ont aidé la géographie à sortir de sa crise épistémologique pour entreprendre un renouvellement théorique de la discipline. L'une des figures emblématiques de ces recherches n'est autre que le professeur Pierre Georges, avec son ouvrage majeur « La ville », un classique de la géographie urbaine. La prise en considération des problèmes économiques de la ville, sa croissance et le développement de ses inégalités en matière d'habitat n'étaient pas les seules préoccupations des chercheurs. L'espace social, la réflexion sur l'urbain, la prise en compte des facteurs culturels, comme la citadinité et l'urbanité, les problèmes d'intégration urbaine des ruraux à la ville, sont des thèmes devenus récurrents depuis les dernières décennies du XXe siècle. Le quatrième courant est celui animé par les anthropologues. J'indique pour le Maroc la contribution à la connaissance de la ville de Clifford Geertz pour ses recherches sur la ville de Sfro, Larry Rosen, Dale Ickelman pour leur contribution à comprendre certains aspects de la vie urbaine. Kenneth Brown dans l'histoire sociale de Salé, 1830-1930, reconsidère d'une manière claire les réalités urbaines d'une petite ville pour en donner les spécificités, pour en démontrer les spécificités et les caractères originaux. Une grande figure arabisant, historien, islamologue, anthropologue, Jacques Berck, a publié déjà en 1958 un article prémonitoire, Médina, qui s'appelle Médina, ville neuve et bidonville, qui augure du renouvellement en profondeur de la recherche, qualifiant les structures urbaines des médinas d'urbanisme du cygne. Il met en valeur ce qu'il appelle l'ordre trifonctionnel, expression de l'intégration urbaine et de la citadinité, à savoir les acteurs essentiels, les représentants dans l'espace urbain, le savant, le commerçant et l'artisan. La richesse de ce texte est remarquable. Il est le premier à réfléchir sur les mutations de l'espace, et le terme est exprimé dans son texte, sur les mutations techniques, sur les transformations culturelles, sur la démographie, objet de nos réflexions et de nos prochains débats. Il évoque la crise des habous, le waqf, et le rôle qu'il a joué comme service municipal. À propos du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence en matière de gestion urbaine, il a cette définition originale dont je n'ai pas résisté au plaisir de vous en faire part. Le fiqh, dit-il, se construit de la tradition et de la jurisprudence urbaine. C'est un censeur rigoureux de la citadinité. Il règne entre la réalité de la ville et son idéal juridique, une tension. Le résultat est d'une part son droit pragmatique, fait de transactions, de concessions, d'arbitrage, et d'autre part un système d'attitudes dont nos analyses ne font que présenter la richesse. Fin de citation. Les acteurs de la rénovation, de la réflexion sur la ville, viennent d'une
d'un large horizon académique, national et international. Il est difficile de citer tous les grands contributeurs à la rénovation des recherches de la ville islamique. Au niveau du Maroc, pendant le protectorat, le Marrakech, le livre de Gaston Verdun, le Rabat de Jean Caillé, le Fès de Roger Le Tourneau, bien qu'influencés par les idées orientalistes, sont des ouvrages qui ont ouvert la voie à l'étude des tissus urbains traditionnels. Henri Terrasse a contribué en tant qu'historien à nourrir les perceptions nouvelles des médinas marocaines et leur histoire presque millénaire. Depuis l'indépendance, des historiens comme Halima Farhat, Abdelahad Sebti, Hamid Triqi ont été les précurseurs de recherches remarquées sur la ville du Moyen-Âge. Mohamed Deroua a dressé un panorama global sur l'évolution de la ville au Maroc depuis l'Antiquité. Nous avons parmi nous le professeur Benaboud, qui est évidemment une valeur par ses travaux sur la zone nord d'une manière générale, que malheureusement je n'ai pas pu aborder l'aspect de l'orientalisme espagnol, étant donné que je ne connais pas cette langue, et les documents qui sont à ma disposition ne me permettaient pas d'en connaître l'évolution. Sur le plan international, une figure de proue de la recherche historique en France, que j'ai déjà citée, celle d'André Raymond, dont les publications sur la ville arabe et ottomane ont atteint le nombre considérable de 150 publications dans des livres majeurs sur le Caire et Alep pendant l'époque ottomane. En tant que chercheur, il ne s'est pas contenté d'être le critique sévère de l'orientalisme. Il a initié, en tant que co-directeur d'ouvrage, nombre de publications de recherche sur la ville islamique. Un grand géographe égyptien, malheureusement oublié, Jamal Hamdan, a produit un monumental ouvrage sur la personnalité de l'Égypte, le génie des lieux, en arabe. Il traite des structures fonctionnelles de l'ancienne ville du Caire, décrivant la topographie, ce qu'il appelle la topographie sociale de son centre historique. L'école anglo-saxonne a été pionnière dans les études sur la ville islamique. Gustav von Grünbaum a résumé dans l'article The Structure of the Muslim Town, publié en 1955, l'essentiel d'un développement doctrinal dont Janet Abouloud a mis en valeur la chaîne d'autorités successives, en arabe Isnad, à partir des œuvres des pères fondateurs publiées dans l'ouvrage de Islamic City. Édouard Saïd a démontré d'une manière magistrale les mécanismes politiques, idéologiques, culturels des représentations de l'Orient par l'Occident. Il s'agit de son livre devenu icône sur celui sur l'orientalisme, édité en 1978, réédité en 1995 et en 2003. Le livre a été l'objet de sévères critiques et a suscité des polémiques de la part des défenseurs des orientalistes. À leur tête, Bernard Lewis, dont l'hostilité au monde islamique est bien connue. L'ouvrage de la ville arabe dans l'islam, coédité par Abdelwahab Bouhdiba et Dominique Chevalier en 1982, analyse les phénomènes urbains sous l'angle de leur évolution historique, mais aussi sous l'angle des formes urbaines et architecturales. Ce livre est devenu un classique en la matière également. Historiens, anthropologues et politologues ont produit des œuvres remarquables d'histoire, mais aussi des réflexions sur l'état des regards croisés, Occident-Orient. L'ouvrage
de Robert Hilbert, historien, sur, je nomme le livre, Alexandrie 1830-1930, Histoire d'une communauté citadine, est un monument inégalé de savoir et de réflexion sur une ville cosmopolite et sur son devenir pendant un siècle. Le retour sur l'orientalisme a bénéficié de recherches éditées par l'anthropologue François Pouillon et le politologue Jean-Claude Watin. Leur ouvrage essaie de scruter à distance réflexive, présente un bilan historique des débats que l'orientalisme a suscités, mais aussi un inventaire des traces que l'orientalisme a laissées dans les sociétés actuelles. Cet ouvrage, qui porte le titre de « Après l'orientalisme, l'Orient créé par l'Orient », montre également les réappropriations de cet orientalisme opéré par les orientaux eux-mêmes, c'est-à-dire certains intellectuels des pays arabes. Cet ouvrage a été réalisé après la publication d'un dictionnaire des orientalistes français sous la direction de François Pouillon. Quelles sont les institutions qui ont accompagné l'évolution de ces idées? Le renouvellement des études et des approches des recherches innovantes sur la vie islamique n'aurait pas été possible sans l'existence de grandes institutions de recherche, l'Institut français de Damas et deux autres au Caire, l'Institut français d'archéologie orientale, où la plupart des études, notamment sur les villes ottomanes, ont été entreprises et publiées. Une mention spéciale doit être faite au programme de recherche sur la vie. Il s'agit d'Urbama, l'urbanisation dans le monde arabe de l'Université de Tours en France. Ces publications sur la ville arabe, plus d'une vingtaine, font autorité. Jean-François Drouin, se trouve parmi nous, a été l'origine de l'initiative de publication d'un livre collectif, le premier de genre, qui s'appelle « Présent et avenir des Médina », de Marrakech à Alep, mettant ces vieilles cités au cœur du processus de transformation des centres-villes historiques. L'UNESCO a d'ailleurs classé quelques-unes de ces médinas, comme celle de Fès, comme patrimoine de l'humanité. Une institution récente, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, a contribué également à l'évolution de ces idées. L'ouvrage Mégapole méditerranéenne, un livre de géographie urbaine de plus de 1000 pages, présente une rétrospective sur l'évolution des villes dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Cet ouvrage a réuni archéologues, urbanistes, sociologues, anthropologues, des historiens et des géographes. Je voudrais insister sur une institution largement méconnue dans le monde arabe, c'est l'Institut culturel oriental de l'Université de Tokyo, fondé en 1988, sous la direction de Yozo Takaki. C'est un programme de recherche du ministère japonais de l'Éducation sur l'urbain, al-Umran dans l'islam, études comparées. Abdelahad Septi signale que 24 équipes de recherche et 120 chercheurs venant des humanités, des sciences sociales et des sciences naturelles ont constitué 200 cercles d'études. Le but de ce grand programme était d'entreprendre une étude sur la recherche historique concernant l'ensemble du monde musulman en 5 parties. Le Grand Maghreb, le Mashriq, la Turquie, l'Iran et les villes admirables
de l'Asie moyenne. Rien n'a été négligé, notamment la prise en compte des publications dans les langues locales, notamment la langue arabe. À l'intérêt pour les travaux sur les villes de la période médiévale s'ajoute l'importance accordée aux recherches archéologiques. Les structures sociales, les mouvements sociaux et la vie quotidienne ont été étudiés, distinguant les caractéristiques des villes dans chacune des 5 ensembles régionaux. Écartant la référence au modèle wébérien des villes occidentales, les chercheurs japonais ont essayé de dépasser l'approche orientaliste des villes en insistant sur les formes de gestion des villes par leurs habitants. Ils ont proposé une interprétation nouvelle de la ville en tant que système de référence. La ville islamique offre des espaces publics, des lieux de rencontre des habitants. Il est à l'origine de production de ressources et de nouvelles. Il est également une entité participative, indicatrice de l'évolution historique dont les spécificités culturelles, mentales et les valeurs constituent des axes permettant une meilleure compréhension des fondements de la vie urbaine dans le monde islamique. De grandes rencontres, qu'il faut citer, ont jalonné la fin du XXe siècle. Ils ont donné lieu à des ouvrages de référence. Je donne les principales étapes. D'abord, les rencontres anciennes d'Oxford et de Californie dans les années 1965-66, marquées par les contributions d'Albert Hourani, Stern et Lapidus. Il faut remarquer une particulière concentration des rencontres suivies de publications dans les années 80 et 90, colloques de Londres, de Paris, de Casablanca, où a été publié sous la direction d'André Raymond et la mienne, Sciences sociales et phénomènes urbains dans le monde arabe. Le colloque tenu sur l'initiative d'Urbama à Glasgow a eu pour sujet les recherches urbaines dans le monde musulman, vues à travers les approches comparées des géographes allemands, britanniques et français. Certaines de ces rencontres ont eu pour objectif la compréhension de la crise urbaine et les mouvements sociaux qui ont secoué de grandes villes, notamment au Maghreb, dans les années 80. La ville islamique, c'est l'une des premières conclusions, a gagné la réhabilitation académique, mais elle endure l'épreuve d'un siècle de déferlement de l'urbanisation. Cette ville arabo-islamique présente aujourd'hui un paradoxe. Sa réhabilitation académique est largement acquise, réalisée, reconnue par une recherche scientifique extrêmement abondante. Mais elle se trouve confrontée à l'épreuve d'un siècle d'urbanisation qui est en train de gommer ses caractères de ville islamique. Comment les reconnaître devant le déferlement de l'urbanisation et la croissance rapide de la population? Les formes de croissance urbaine tendent à se réduire à ce dilemme entre ville couchée, traduisant l'étalement urbain à l'infini, et ville debout, hérissée de gratte-ciel, qui ont donné tant de frayeur à l'écrivain Céline devant le spectacle de la ville de New York. Quel signe reflète encore l'appartenance à la cité islamique et comment reconnaître celle qui garde les attributs de l'islamité et celle qui les a perdus? Quel modèle en gestation? Deux géographes présents parmi nous ont essayé de répondre à cette interrogation. Le premier, Jean-François Trouin, a parlé dans un article publié en 1990 des villes du monde arabe à la recherche d'un modèle, tout en soulignant
la diversité des grandes métropoles, notamment du Maghreb. Il a distingué les caractéristiques fondamentales de la ville arabo-islamique qui permettent son identification en tant que ville arabo-islamique. D'abord, l'existence d'un dualisme centre-colonial, centre traditionnel. L'existence de délicats problèmes d'alimentation en eau du fait de l'environnement climatique. Les villes de cette ère culturelle se caractérisent de plus en plus par l'importance de l'aménagement des quartiers modernes, selon des normes de l'urbanisme moderne. La propension à la monumentalité symbolique des édifices de prestige. Et enfin, l'accroissement des disparités sociales, parfois l'exacerbation des contrastes entre zones de résidence aisées et riches et les ceintures de pauvreté. Le second, Félix Damet, pose le problème de la démarche méthodologique. Dans un article paru en 1991, alors vous voyez, c'est l'air du temps, sur la question urbaine dans le monde arabe. Pour lui, l'existence d'une ville arabo-islamique ne fait pas de doute. Il soutient la thèse selon laquelle l'appartenance à une ère historico-culturelle de caractère arabo-islamique constitue un fait fondamental, un déterminant primordial de la problématique urbaine. Il privilégie l'étude de structure sociale de la ville arabe et son évolution, la transformation des rapports sociaux dans le cadre de la constitution de l'unité nationale. Je le cite, les facteurs historiques, culturels prennent alors une place essentielle dans l'analyse des problèmes d'urbanisation du monde arabe. La religion intervient parfois avec une force remarquable, comme un facteur surdéterminant, en particulier dans les périodes de crise. Le fait urbain donne forme et contenu à l'attention de la société. Ces approches sont éclairantes sur l'évolution des villes maghrébines. Mais les villes du Golfe ne présentent-elles pas une autre trajectoire historique différente des vieilles cités islamiques? La vie urbaine dans ces pays était marginale et les sociétés étaient régies par des traditions tribales. La richesse induite par le pétrole a entraîné l'intervention des bureaux anglo-américains d'urbanisme et d'architecture à l'origine de la production de villes dont on pouvait trouver facilement l'équivalent dans les types des villes américaines. C'est un saut futuriste que tente de faire le pays du Golfe. Une ville comme Dubaï témoigne d'une manière étonnante, mais problématique, de la passion ou de l'aventure que se sont découvertes les vieilles sociétés bédouines. La hauteur de la tour de Burj Khalifa à Dubaï atteint plus de 800 mètres. Cet envolé des villes vers le ciel dans le pays du Golfe est à l'origine de la ville futuriste de Masdar à Abu Dhabi, avec ses tours, ses autoroutes urbaines. Cet urbanisme du Golfe menace même les lieux saints en Arabie saoudite. Le risque de jeter l'ombre de la spéculation foncière sur des lieux vénérés compromet gravement le caractère islamique de ces lieux sacrés par la communauté musulmane. Au-delà de cet urbanisme qui détruit la rue, lieu de sociabilité et de rencontre de citadins, pour des villes sillonnées d'autoroutes urbaines faites pour la circulation des voitures, nous pourrons-nous s'interroger sur l'avenir de ces villes dans l'ensemble des mondes islamiques. La sauvegarde des témoins d'une vieille civilisation urbaine par la protection de son patrimoine symbolique et architectural s'impose. La seule voie encore possible, c'est le respect de cet héritage et la volonté de le réhabiliter, de s'en inspirer dans la construction des bâtiments modernes, plus particulièrement dans la conception dépouillée et simple, comme à l'origine des édifices religieux. La réhabilitation et la rénovation que connaissent certains médinas au Maroc sont une voie
de sauvegarde d'un héritage longtemps contesté par le vieil orientalisme de jadis. Et c'est-à-dire que l'identification des caractères islamiques dans les villes actuelles, faite de sédimentations successives et de juxtapositions disparates et contrastées, devient difficile pour retrouver les traits caractéristiques de la ville islamique. Un urbaniste saoudien, Hani Mohamed El-Jawahra Al-Qahtani, a fait une analyse des structures de l'urbanisme islamique en s'attachant à montrer les formes et les processus qui ont constitué l'originalité des villes islamiques dans un essai qui date d'il y a une dizaine d'années. En conclusion, je voudrais signaler dans l'ensemble de ces villes quelques caractéristiques communes qui pourraient fonder la spécificité de l'ensemble de l'ère culturelle arabe. En effet, dans l'ensemble de ces villes, on peut remarquer la disjonction de la centralité urbaine de la centralité étatique, la séparation de l'espace spirituel de l'espace temporel. Une puissante expression religieuse se manifeste, la présence des mosquées, dont la multiplication coïncide parfaitement avec l'étalement des villes. C'est le seul équipement culturel et socioculturel qui soutient le rythme de l'urbanisation et qui est pris souvent en charge par la population. Il accompagne donc l'étalement des villes. Les villes de l'ère arabo-islamique sont des villes fragmentées. Les formes d'habitat sous-intégrés à l'espace et à la société urbaine, bidonvilles, lotissements clandestins, s'étendent à la fois à la périphérie et dans des positions centrales de l'espace urbain. Dans les lotissements clandestins, on remarque le même mélange de population, de statuts et de revenus différents. Les différences de classe restent atténuées. Cette caractéristique de non-exclusion des pauvres dans le domaine de l'habitat est évidente dans les anciennes médinas et connaissent actuellement une rénovation à l'origine par l'extension des phénomènes de riad, dont parlera Baliane demain, et la rénovation de vieilles demeures citadines. Le processus de l'accroissement des inégalités est donc en cours dans le vieux tissu urbain des Médinas. Sur le plan politique, le pouvoir local semble impuissant à faire face aux défis de l'urbanisation. Le manque d'une force politique en matière d'aménagement des villes ou l'existence de personnages charismatiques porteurs de projets de développement urbain explique cette situation. Seul l'État est en mesure de pallier les insuffisances de la gestion des villes par les élites urbaines, des institutions municipales et sauvegarder le patrimoine remarquable du pays. Ces quelques remarques concernant les villes arabo-islamiques restent à approfondir, à discuter et à se mettre à une critique élargie. Elles sont donc toutes provisoires. L'évolution réelle de l'urbanisme de ces villes montre qu'il n'y a pas de réponse tranchée à mes interrogations de départ. J'espère que les débats de notre rencontre fournissent des réponses susceptibles de nous éclairer sur le devenir des villes dans le monde islamique. Je vous remercie pour votre patience. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.